Ça marche? Ben moi, ça me donne l'impression que ça marche. Maintenant, je sais pas toi ce que tu vas me dire. Est-ce que tu arrives à Bah, me en voir? fait, il y a toujours un petit différé. Donc, il faut que j'attende un tout petit peu avant qu'il m'annonce que tu es en direct. Ça y est, je crois qu'il annonce. Ça y est, tu es en Bon, direct. donc là, je peux commencer mon cours. Ouais, dans 5. Ah, attends, je mets le son. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Ouais, super. Il y a toujours un petit différé. Donc, il faut que j'attende un tout petit peu avant qu'il m'annonce que tu es en direct. Ça y est, je crois qu'il annonce. Ça y est, t'es en direct. Donc là, je peux commencer mon cours? Yes, 15 sur une, c'est bon. Ouais, dans 5. Ah, attends, j'ai le son. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Ouais, c'est bien. Donc, il faut que j'attende un tout petit peu avant qu'il m'annonce que tu es en direct. Ça y est, je crois qu'il annonce. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un format un peu inhabituel. Je vous reçois chez moi, donc vous pouvez voir que j'ai une bibliothèque assez chargée et c'est un peu le fouillis parce que j'ai beaucoup de livres et qu'il faut malgré tout pouvoir tous les regrouper dans un espace assez restreint. J'aimerais avoir une bibliothèque plus grande, mais enfin voilà. Donc bienvenue chez moi. Et puis je suis très heureuse d'aborder une question de philosophie avec vous et parler aujourd'hui des grandes sagesses. J'espère que ça vous apportera quelque chose, en tout cas je l'espère. Si on doit, comment dire, aborder la question des grandes sagesses à l'heure du confinement, puisque vous l'avez bien compris, nous sommes dans une situation inédite et extrêmement particulière, eh bien, je crois que c'est parce que ces sagesses peuvent nous apporter un réconfort, une sorte de, comment dire, de moment particulier pendant lequel, effectivement, on revient vers soi et peut-être qu'on arrive à se remettre en adéquation avec ce que nous sommes et avec ce que nous avons oublié que nous étions. Voilà, j'aime bien ce terme d'oubli parce que c'est vrai qu'avec le temps et avec nos rythmes de vie, les choses vont très vite et nous avons peu le temps de revenir sur nous-mêmes. Alors, pour pouvoir aborder la question de l'utilité des grandes sagesses à l'heure du confinement, ben, je crois qu'il faut commencer déjà par redéfinir ce qu'est la philosophie et surtout ce qu'on appelle par les sagesses. Alors la philosophie, vous savez qu'elle n'est pas née en un seul jour. On parle souvent du miracle grec pour donner l'impression qu'elle est née à Athènes, mais en réalité, vous le savez bien, les pensées se sont construites avant dans différents pays, en Iran, en Chine, etc. Et c'est la convergence par les mers notamment et par la, comment dire, par les montagnes ou par les traversées que faisaient tous ces voyageurs pour se rencontrer, qu'effectivement les idées se sont interchangées, échangées, croisées. Et de cet encroisement de ces idées, de ces pensées, est né, selon moi, dans un point central qui s'appelle Athènes, ce qu'on appelle l'émergence de la philosophie. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les sagesses de cette pré-antiquité, puisqu'on commence l'antiquité relativement tôt, quand on est en philosophie, mais surtout quand on parle des pré-antiquités, on aborde la question et surtout du point de vue de Zoroastre. On date ça 700 avant Jésus-Christ à peu près, parce que les dates de naissance et de mort de Zoroastre sont approximatives, mais on date en réalité la pré-antiquité à partir de ce moment-là, et on achève l'Antiquité à partir de 529, à partir de la fermeture de l'école d'Athènes. Donc, ces pensées ont convergé. Alors, elles ont été en Iran, elles ont été dans le bassin méditerranéen, on les a retrouvées en Égypte, etc. Elles se sont échangées et à partir de ce moment-là, on nourrit les esprits et on pense que toutes ces pensées ont finalement amené les Grecs à synthétiser ou en tout cas à générer un sens particulier à cette totalité en la synthétisant en un point bien spécifique, celui qu'on appelle Athènes pour le localiser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces sagesses? Déjà que quand on parle de la philosophie, on parle de philein, d'amour, hein, d'amitié, d'affinité et de sophia, la sagesse au sens premier du terme.
hormis qu'il faut comprendre que la sagesse s'entend sur deux niveaux, pas seulement une sagesse au sens je suis sage, comme on le dirait aujourd'hui à un enfant, tiens-toi sage, tiens-toi tranquille. La sagesse, c'est pas simplement quelque chose qui est dans l'ordre de la conduite ou dans l'ordre du comportement. La sagesse, c'est aussi ce qui alimente la pensée au point que nous devenions des individus qui, avec un ensemble de savoirs particuliers, eh bien, nous parvenons à domestiquer nos natures qui parfois sont un peu bruyantes ou infernales. C'est intéressant de le comprendre ainsi et de se dire que la sagesse, finalement, c'est un ensemble d'idées et de maximes que l'on peut, ou de préceptes que l'on peut appliquer à sa vie, et c'est parce qu'on les adapte à la vie dans la praxis, dans la pratique, qu'on peut effectivement devenir cet être qui petit à petit s'améliore, s'affine, se redéfinit d'un point de vue moral. Voilà, il faut prendre la morale. Alors ça, c'est la définition de la philosophie. Comment penser, en fin de compte, une origine des hommes et comment repenser l'espace dans sa totalité? Bien déjà, si on prend un premier homme, alors il faut savoir que c'est jamais le premier au sens, littéral du terme. Quand on dit le premier homme, c'est plutôt un échantillon. Donc on imagine que les hommes ont été jetés au monde, ils se sont retrouvés dans un univers qu'ils ne connaissaient pas du tout, qui était un univers assez effrayant. Imaginez le premier homme qui est dans sa grotte, qui est en train d'observer par une petite ouverture l'extérieur, et qui se rend compte que la nature est sauvage, que les animaux le sont tout autant, que la nature a des manifestations qui sont assez gigantesques et dans l'ordre du sublime, qu'en dirait Emmanuel Kant, c'est-à-dire dans l'ordre de l'incontrôlable et du fascinant. En même temps, on comprend pourquoi les gens vont voir des tempêtes de près, on a l'impression que c'est un peu stupide, mais en même temps, on comprend la fascination de cette grandeur, de cette toute-puissance qui se manifeste. Mais il faut savoir que nous connaissons aujourd'hui les phénomènes naturels parce que nous avons toutes ces années d'histoire derrière nous qui nous permettent d'avoir une connaissance de ce qu'est une éclipse, de ce que c'est qu'une tempête, de ce que c'est que la foudre. Mais l'homme premier, c'est surtout celui qui, d'une certaine manière, s'est retrouvé dans la posture de celui qui était le grand découvreur. Il fallait qu'il se familiarise avec un univers qui n'avait pas de sens pour lui, un univers qu'il fallait décoder, déchiffrer, il fallait se familiariser avec lui et en même temps domestiquer ses peurs. Et pour affronter tout cela, les premiers hommes, vous l'avez compris, ont produit une sorte d'animisme de la matière, c'est-à-dire ils ont commencé à placer des âmes dans le brin d'herbe pour pouvoir expliquer que finalement, il y avait dans la nature quelque chose qui était de l'ordre de l'anima, de l'animation, du mouvement, et que c'était ces mouvements qui généraient de la puissance. Et cette puissance, finalement, eh bien, quand on voulait la rattacher à quelque chose qui relevait des divinités, eh bien, c'était une puissance qui nous montrait finalement que les dieux étaient en quelque sorte des hommes, mais avec des puissances, démultipliées. Donc, on imaginait que les dieux et les déesses avaient des vies infernales, que les déesses étaient jalouses, que les dieux cherchaient le pouvoir. Et donc, de cet entre-là de leur vie, de leur destinée, eh bien, on pouvait tirer une sorte d'histoire qui faisait sens. Et on copiait comme ça, dans l'Antiquité, les hommes ont souvent raconté par le biais de la mythologie comment finalement les premières divinités se sont exprimées et en fait les hommes ont créé des histoires ou ont narré des histoires qui étaient censées relater l'histoire des divinités, alors qu'en réalité ils projetaient ni plus ni moins que ce qu'ils étaient sur des entités qui étaient presque fantasques, en tout cas imaginaires, puisque la rencontre ultime avec Dieu ne se faisait pas. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche où voilà, les grandes sagesses sont nées de ces questionnements. D'abord, comprendre la nature, se familiariser avec elle. La nature qui était, considérée comme énigmatique, comme un lieu ou un espace, en tout cas, qui faisait parfois peur. Ensuite, le deuxième axe, vous l'avez compris, c'est quand on commence à narrer une histoire, on commence à placer de l'anima, de l'animation, de l'âme dans la nature, une sorte d'animisme. Et puis, petit à petit, en évoluant dans le temps, cette volonté d'écrire à partir de la cosmogonie, eh bien, l'histoire des divinités qui vont peupler cet univers, suprarationnel, qui permet finalement de comprendre un peu mieux, d'appréhender le monde autrement. C'est toutes ces convergences
qui finalement vont se centraliser vers la Grèce, en passant bien sûr par l'Égypte, vous l'avez compris, Mycène, la porte au lion, Delphes, hein, le haut lieu de la Pythie, là où la Pythie rendait ses oracles, et en même temps on sait que ce lieu était magnifique puisqu'on y situe aussi des légendes, hein, la légende de Sisyphe, etc. Donc c'est dans ces lieux-là qu'effectivement il y a eu une sorte de concentration de ces idées qui avaient voyagé dans la Méditerranée, et puis une sorte de, comment dire, de finalité à ces premières pensées, et qu'on va parler effectivement du miracle grec. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'intervalle, quand même, il y a eu des penseurs, des philosophes qui ont voyagé. On peut penser à comment dire, tous ces voyageurs qui ont traversé la Méditerranée. Alors, quand je dis traverser la Méditerranée, ne nous méprenons pas. Prenez pas un bateau pour aller, par exemple, de Nice ou en Corse. Pas du tout. C'était, on passait avec une petite barque d'une île à une autre, et on allait rencontrer comme ça les penseurs. Et on a des voyageurs comme ça qui ont balayé ou qui ont fait le tour de toute cette Méditerranée riche de sens et de culture. Et ils en ont d'ailleurs rapporté des éléments même qui ont changé leur physionomie. Je pense à Pythagore, qui avait un turban, qui avait sa tôle. Enfin bref, il était un peu accoutré à la mode d'un peu de partout, parce qu'il avait récupéré comme ça des attirails d'habillement qui montraient qu'il avait voyagé. Mais cette posture, cette allure physique qu'il avait, nous permettait aussi de comprendre que c'est le Pythagore qui avait monté une première école, une école des mystères, où les fidèles n'avaient pas véritablement le droit à la parole, lui-même dispensait ses enseignements en étant caché derrière un voile de manière à ce qu'on ne puisse pas le voir, et puis de manière à ce que la symbolique fasse sens. On sait qu'il avait mis au cœur de ses réflexions le nombre, hein, c'est pour ça que Pythagore est connu pour bien des choses, les nombres en musique, tout ce qui était, ce qui a renvoyé plus tard et comment dire, impressionné et même influencé Fibonacci avec sa suite et le nombre d'or. Bref, on sait que Pythagore déjà avait constitué son école. On sait qu'il y a eu des penseurs, notamment ce qu'on appelle les pré-socratiques, qui étaient aussi dans la Méditerranée. Alors tous ces pré-socratiques, vous les connaissez certainement. C'est Anaximandre, Anaximène et bien d'autres. Et qu'avait-il finalement de particulier ces pré-socratiques? Eh bien, ce sont eux qui ont interrogé la nature autrement, c'est-à-dire qu'ils se sont demandé, mais qu'est-ce que la nature? Jusqu'à présent, on avait l'impression que les penseurs grecs, enfin les premiers penseurs de cette Méditerranée jusqu'à Athènes, étaient des penseurs qui avaient surtout essayé de se localiser. Alors on a des représentations d'ailleurs de cartes du ciel très précises avec la localisation des astres, et puis ces astres étaient bien entendu agencés de telle façon que bien on arrivait à avoir des représentations, et on avait toute une mythologie autour des agencements des étoiles. Eh bien, ces cartes permettaient finalement aux individus de se localiser. Et donc, les Grecs ont commencé par dresser une carte du ciel pour pouvoir dire, voilà, nous sommes situés ici, là, maintenant, on va imaginer le port du Pirée à Athènes, et à partir du port du Pirée, quand nous contemplons le ciel, eh bien, nous avons un ensemble d'astres qui nous permettent de nous projeter dans cet espace que nous ne connaissons pas totalement. Et puis, de cette localisation première, on va dire, et à partir de cette localisation première, eh bien, la question s'est tournée sur le ici, maintenant, ce qu'il y a devant moi. C'est-à-dire que contempler le ciel pour une localisation dans l'espace, c'était absolument génial, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais en même temps, il fallait ajouter à cette vision quelque chose de plus, comment dire, de plus profond, quelque chose de plus pertinent, à savoir interroger la nature. Et là, la nature en grec, c'était la physis. Vous voyez, la physis qui donne plus tard la physique. Hein. La physis, c'est la nature. Et là, on assiste à une autre façon d'interroger les phénomènes. Alors, phénoménon, c'est le phénomène, c'est ce qui nous apparaît. Donc, dans la nature, on observait les choses qui nous apparaissaient, mais de manière tout à fait différente. Alors, c'est comme ça que on a l'esprit Thalès, hein, qui n'est pas seulement que le mathématicien, Thalès qui avait voulu comme ça interroger les choses, et en interrogeant les choses, ben, lui, il était parti sur un des principes à partir duquel, selon lui, tout émanait, tout se déployait, tout se développait. Et donc, il avait mis à l'origine de toutes ses pensées un élément physique qui s'appelle l'eau. Vous en avez d'autres qui avaient pris l'air, le feu, la terre. Et un dernier élément en Grèce qui était très intéressant, c'est l'apeiron. L'apeiron, c'est l'infini, l'indéfinissable.
on le retrouve dans cette posture qui consiste à dire on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Sous-entendu, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau, et pour cause. Le flux de l'eau s'écoule. Donc, si je me baigne aujourd'hui dans la Seine à midi, si je me baigne à 14 heures dans la Seine aujourd'hui, eh bien, je ne suis plus dans la même eau, mais je me baigne dans le même fleuve, on est bien d'accord. Tout ça pour dire la fluidité du temps, la fluidité des hommes, la fluidité des vies. Bref, toute cette chose qui était dans l'ordre de l'impalpable et en même temps quelque chose qu'on ne peut pas tenir dans ses mains, quelque chose qui vous échappe en permanence. Ça, c'est la Peiron. Donc revenons à Thalès, ce que je vous disais, donc un de ces présocratiques qui a posé à l'origine de son fondement l'eau, eh bien c'est simple, lui il avait été inspiré par les Égyptiens. Donc l'eau, c'était cet élément sur lequel, dans cette flottaison primordiale, etc., était posée la Terre. Et la Terre, eh bien, elle était du coup finalement en mouvement, elle aussi, sur cette eau. Et comme elle était en mouvement, ben, ça expliquait aussi le fait qu'il y ait le déplacement non pas du ciel, mais de l'homme sur cette petite terre qui était en mouvement devant ce ciel qui était placé devant lui. Et puis, on a compris aussi que avec Thalès, l'eau était un élément important parce qu'il avait compris que lorsque on saignait, par exemple, c'était fluide. Donc, pour lui, il y avait de l'eau dans le sang. Il avait aussi imaginé que pour ensemencer la terre, il fallait de l'eau, et il avait compris aussi que dans les rapports sexuels, les échanges relevant de l'humidité, eh bien, c'était aussi l'eau qui était encore en action dans ce phénomène-là. Donc, l'eau était au cœur de tout. Puis l'eau s'évaporant, donnait des nuages, il pleuvait, ça permettait les cultures, enfin bref. Vous imaginez ce cycle. Donc, à partir d'un élément, l'eau, on parvenait à décrire tout un système de pensée, et à partir de ce système de pensée, on décrivait une physique de l'univers. Et là, on voit que l'ensemble des présocratiques ont voulu développer, tous à partir d'un élément bien distinct, ce que c'était que la nature. Donc, vous voyez, on est déjà, comment dire, un pas de côté par rapport à ce qui s'était fait avant. Les premiers hommes étaient jetés dans un monde, ils essayaient de se familiariser parce qu'ils avaient peur, en fait, de toutes ces manifestations de la nature qui étaient violentes, impressionnantes et parfois mystérieuses. Je parle d'une éclipse. Puis, il y a eu ce moment particulier où ils ont voyagé, appris, compris, et ils ont posé un animisme de la nature, ils ont commencé à poser des mythes, à faire une narration autour de ces mythes, et ils ont essayé de comprendre tout un ensemble d'éléments par une sorte de métaphore qui leur permettait de vivre mieux, d'être heureux, et de parer aux peurs aussi. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir trop dans quel monde on était jeté, etc., etc. C'était très important pour eux. Ça permettait à la psyché d'être en ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme. Et puis, à cette vision-là, on a associé une autre façon de penser le monde en interrogeant la matière. Et dans la matière, effectivement, les présocratiques, la physis, l'eau, la terre, l'air, le feu et la peiron, l'infini, l'indéfinissable. Donc, nous avons un ensemble de façons d'interroger le monde, de comprendre le monde et de comprendre comment sont nées un petit peu partout autour de la Méditerranée ces grandes sagesses. Alors vous l'avez compris, on est dans notre confinement, je vous parle du monde, je vous parle de quelque chose de très vaste, il va falloir revenir à soi, parce que la philosophie, c'est aussi cette façon dont nous comprenons l'univers à partir de ce que nous sommes. Et les philosophes ont essayé de poser des grandes questions. Si la philène, la sagesse, la sophia, c'est-à-dire cet amour de la sagesse, a été pensé par les premiers sages, ou en tout cas interrogé de cette façon-là, c'était justement parce que ça n'allait pas de soi. Il faut bien comprendre que les hommes avaient pour habitude peut-être de vivre selon une sorte de hic et de nunc, de ici et de maintenant, selon l'impératif du besoin, selon leurs envies. Et quand on analyse et quand on regarde les textes des grands philosophes, souvent les hommes sont présentés comme ayant cette espèce de tension particulière entre d'un côté, je parle de l'Antiquité, entre d'un côté ce qui relève essentiellement de l'âme au sens de l'absence de tempérance, l'hubris, les excès, l'envie de consommer, l'envie de satisfaire ses désirs, etc., etc. Et puis d'un autre côté, on vous place l'exigence d'une sorte de sagesse, d'une rationalité, d'une maîtrise de soi. Et donc c'est à partir de ces contradictions que les grands penseurs vont interroger l'homme et vont poser les grandes sagesses qui répondront à tout ça. Alors, on a compris. La philosophie, c'était initialement des penseurs qui se
rencontrer dans différents lieux. Souvent, c'était un maître qui se posait. D'ailleurs, souvent, vous avez, lorsqu'on parle d'un philosophe, c'est un nom en pédoc d'agrigente. On dit le nom du philosophe et le lieu auquel il est rattaché, dans un topologos, un lieu à partir duquel il exprimait un logos, c'est-à-dire un discours rationnel. Donc, quand on y pense, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'Antiquité, les hommes se sont posés quelque part pour interroger. Initialement, ils ont interrogé le ciel, ils ont interrogé la nature, et puis il fallait qu'ils s'interrogent eux-mêmes. En s'interrogeant, petit à petit, eh bien, la philosophie a pris une autre forme. Et quand on remonte à Parménide, vous savez qu'il a écrit le De Natura, enfin de la nature, eh bien, lorsqu'il a écrit de la nature, pour lui, il voulait comprendre non seulement comment l'univers s'était constitué, bien évidemment, parce que c'était une des questions et une des préoccupations de l'origine, mais en plus, en ajoutant, il fallait ajouter à ça quelque chose d'assez extraordinaire. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de comprendre la justice. Et il avait représenté, d'ailleurs ça commence ainsi, avec un espèce d'homme qui est debout sur un char, traîné comme ça par des femmes superbes, etc. Et il regarde non seulement le chemin qui est devant lui, cet homme, vous l'avez compris, il vient de mourir, c'est son âme en réalité qui est sur ce char en train de parcourir un grand chemin, et en parcourant ce grand chemin, il comprend que d'un côté, il y a le bien et le mal, et que dans sa vie, il a été dans l'errance. La vie n'est pas un tracé entre le bien et le mal, c'est aussi une façon parfois de composer avec les événements. Et puis à l'arrivée, vous avez toujours cette image de Dike, la grande justice, représentée par Maat en Égypte, la déesse qui met sa plume sur le fléau de la balance avec une âme posée de l'autre côté pour savoir si oui ou non vous avez une âme qui mérite d'accéder au ciel, au ciel des idées de Platon, mais enfin au ciel des grandes divinités. Donc voilà, vous l'avez compris. On marche sur un chemin de l'existence. Ce chemin est parsemé d'embûches. Il est parfois tortueux, parfois compliqué, parfois plus aisé. La route nous paraît facile. Puis à d'autres moments, c'est vrai que c'est plus compliqué. Eh bien, c'est ces fluctuances entre le bien, le mal, la difficulté, l'aisance, la joie, la peine. C'est tous ces passages-là qui font que l'homme, lorsqu'il parvient au terme de sa vie, est finalement celui qui peut être interrogé. Et lorsqu'il est interrogé, il est interrogé pour pouvoir finalement rendre compte non pas de ce qu'il a fait avec une vision, c'était bien, c'était mal, non, mais il peut rendre compte de son avancée dans l'existence, et donc la philosophie, à ce moment-là, permet de rattacher cet homme à une totalité, comme disait Parménide, et en même temps, ça permet aussi d'avancer sur la question de la sagesse au sens d'application dans la vie. Alors, quand on a fait déjà tout ce voyage, je vous ai amené avec moi dans un voyage dans le temps, on a déjà parcouru quelques siècles, vous l'avez bien compris, eh bien, on réfléchit à ces sagesses et à la façon dont, finalement, elles ont évolué à Athènes. Alors, il faut quand même penser le maître. Quand je parle du maître, je pense à Platon, parce que, bien évidemment, on ne peut pas parler de la philosophie antique sans parler de Platon, sans parler d'Aristote. Et on peut dire que Platon et Aristote, ce sont deux penseurs qui ont finalement posé des grands fondements et qu'on retrouve après dans l'histoire de la philosophie réinterprétés ou repensés par d'autres grands philosophes. On ne peut pas parler de Leibniz sans parler d'Aristote, on ne peut pas parler de Descartes sans parler de Platon. Vous voyez, il y a une sorte de filiation, une généalogie comme ça des pensées qui est fabuleuse à découvrir et qui en même temps, pour moi, c'est un livre ouvert et permanent de repense, des idées, de refonte des idées, pardon. Et puis on est vraiment subjugué par ces pensées parce qu'elles sont belles, bien écrites, bien construites, et puis surtout, j'ai l'impression que c'est indémodable. Et ça, il faut quand même souligner. Il ne faut pas se détacher de la philosophie parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle nous permet d'appréhender l'existence autrement. Alors, bien évidemment, Platon, quand on y pense, avant Platon, il y a eu un personnage un peu étrange, un personnage un peu, particulier parce qu'il était arrogant, il avait une façon d'interroger les gens, pas très sympathique parfois, imaginez, alors qu'est-ce que tu es toi? Moi je suis un guerrier. Tu es courageux alors? Oui, je suis courageux, mais quand tu pars, tu tues des guerriers, oui, je suis bien obligé de tuer l'ennemi, en gros, je caricature là. Oui, mais malgré tout, suivant comment tu entres dans les villages, tu peux être amené à tuer des femmes et des enfants. Alors le guerrier, oui, effectivement. Ah alors tu n'es pas courageux. Là, c'est pas du courage.
etc., etc. Donc, vous voyez les interrogations qui amenaient finalement ce soldat qui était fier de défendre sa patrie, se retrouver, enfin sa patrie, sa cité, se retrouver questionné, comment dire, canardé de questions par notre ami Socrate, qui à ce moment-là, finalement, eh bien, le mettait à mal dans sa position de soldat vertueux, pour lui montrer qu'à la fin, son acte finalement n'était peut-être pas si vertueux que cela. Eh bien, ça, c'était valable pour tout. Socrate interrogeait tous les membres de la cité, les déstabilisait par les questions parce qu'il suscitait un certain genre de réponses sur lesquelles il rebondissait, et puis il avait une attitude un petit peu quand même aussi, on va dire, provocatrice. Voilà, c'était notre provocateur. Et pour certains, ben, c'était un peu le caillou dans la sandale, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas les chaussures. C'est le petit caillou qui dérangeait et qui perturbait l'esprit. Ce qu'on doit retenir de ce personnage, c'est que non seulement il a marqué Platon au point que Platon en a fait un personnage central de ses ouvrages. Au début, bien entendu, il répétait un peu ce qu'il avait appris du maître. Et puis après, petit à petit, il a pris une distance vis-à-vis du Socrate qu'il a connu pour que le Platon devienne le Socrate de ces récits. C'est-à-dire qu'il y a une sorte non pas de dédoublement de personnalité, mais une sorte d'appropriation du Socrate par Platon, qui fait que Platon est Socrate lui-même dans ses dialogues à mesure qu'il évolue dans le temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de comprendre que lorsque Socrate arrive dans la cité pour questionner, il vient de changer l'ordre classique ou en tout cas la méthode classique de faire de la philosophie. Avant, vous l'avez vu, c'est Parménide, ce sont des écrits où soit on a le petit manuel de sagesse qu'on tient dans sa main, hein, on déroule le manuel et on a des petites maximes qui nous permettent de vivre bien, soit on a des grands poèmes qui nous racontent l'histoire de la philosophie, mais c'est souvent un monologue, ou c'est souvent une démonstration qui se fait à sens unique. C'est celui qui dit qui est en même temps l'auteur et le témoin de ce qu'il dit. Là, avec Socrate, on a quelqu'un qui questionne, qui interroge, qui pose donc une sorte de dialectique, une sorte de différenciation. Et c'est par la contradiction qu'il parvient à faire fléchir les certitudes. C'est là qu'il arrive à faire changer d'avis. C'est là qu'il arrive à perturber celui qui semblait si sûr de lui au début des arguments et qui petit à petit voit sa pensée s'étioler et voit surtout son assurance s'étioler. Alors beaucoup ont détesté Socrate, vous connaissez la fin du pauvre Socrate, condamné à mort par la cité, condamné à boire la ciguë, accusé par les uns et par les autres de multiples travers. Avoir mis un peu la zizanie dans les familles, parce que comme il éduquait les jeunes gens et que les jeunes gens parlaient à leur père et parlaient de vérité, alors que certains avaient plutôt intérêt à défendre des affaires, et donc l'intérêt public, ils s'en moquaient un peu, eux, ils pensaient plutôt à leur intérêt personnel. Ça mettait des distensions dans la famille. Deuxième point, on lui accuse de baser les sapes, de salir ou de frauder au niveau des bases sociales de la cité, parce qu'on considérait que les bases sociales et morales de la cité, c'était les divinités qu'on priait à l'époque, Zeus, Apollon, Athéna, enfin bref, les divinités. Et lui, il parlait de son daimon, son petit génie intérieur. Et ça, bien évidemment, c'était comme s'il avait un dieu rien que pour lui. Donc ça, c'était très mal vu. Et ça mettait des tensions aussi. Ça c'était assez, critiqué. Et puis, autre point, il était quand même accusé aussi d'avoir un certain mépris, notamment à l'égard du peuple de la cité. Et c'est vrai que ce sont les tanneurs qui vont déposer la plainte contre lui. Et Socrate perdra. Il perdra parce qu'on lui demande de nier sa philosophie, on lui demande de renoncer à ses grands principes. Et bien évidemment, à partir de ce moment-là, Socrate ne peut plus être Socrate. Socrate, c'est le philosophe. C'est le Socrate qui est courageux. C'est le Socrate qui n'a pas peur de poser les questions, même si elles dérangent. Donc, nier sa philosophie, c'est comme si on niait Socrate. Et nier Socrate, c'est tuer Socrate, même s'il est encore vivant. Donc, Socrate provoque, bien entendu, un second procès. Vous connaissez l'histoire. Il perdra le second procès et il sera condamné, quelque temps après, à boire la ciguë. Platon était poète avant de rencontrer Socrate. Quand il rencontre Socrate, il a beaucoup, d'émerveillement. D'abord, il est perplexe de cette perspicacité d'esprit. Il trouve qu'il y a de l'arrogance, de la pertinence, mais en même temps, pour lui, c'est pas une ironie méchante. C'est une faille qu'on ouvre dans
l'édifice des certitudes. Et ça, Platon y est très sensible. Et puis, il trouvera totalement injuste la mise à mort de Socrate, ou en tout cas sa condamnation à mort. À partir de ce moment-là, Socrate, c'est celui qui va non seulement penser à fonder l'école d'Athènes, hein, on le sait bien, mais c'est aussi celui qui va vouloir enseigner la philosophie et qui va finaliser la pensée de Socrate. Ah oui, parce que Socrate n'a jamais parlé d'arrière-monde des idées. Socrate interrogeait, et donc c'était du tac au tac, c'était comment dire, une méthode pour aider à penser. Platon va amener l'arrière-monde des idées. Non seulement il va poser un arrière-monde des idées, mais il va parler aussi de réminiscence, d'actes de se ressouvenir, et il va poser un dualisme face au réalisme. Alors ça, juste une petite parenthèse, parce que c'est quand même intéressant. Vous êtes comme moi aujourd'hui, vous êtes tous concentrés, vous êtes tous dans vos cavernes. En fait, on a rejoint nos cavernes. Non seulement on a rejoint nos cavernes, mais au lieu de regarder le fond de la caverne où on voit des jeux d'ombre, on regarde nos écrans. Donc vous voyez, nous sommes un peu dans cette vie où nous nous fions aux apparences. D'ailleurs, à ce propos, puisque nous sommes dans une période particulière, nous pouvons le dire, eh bien, quand vous regardez la télévision, je suppose que vous avez un peu d'inquiétude, voire même beaucoup d'inquiétude, parce que c'est anxiogène. On a l'impression toujours que les sujets sont traités en boucle, toujours avec le même point de vue, sans qu'il y ait de contradiction. Donc, quelque part, on se fie à des opinions. Vous mettez sur Facebook ou sur d'autres supports de réseaux sociaux, même si je les trouve très utiles d'une certaine façon, parce que finalement, ça permet une parole plus libre et qui se diffuse plus vite. Malgré tout, parmi toutes ces paroles, il y a de la doxa, comme dirait Platon. La doxa, c'est de l'opinion. L'opinion, c'est du non vérifiable ou du non vérifié. Et certains, d'ailleurs, font allègrement des copier-coller qui transmettent aux uns aux autres sans avoir vérifié la validité de ces informations. Et non seulement sans avoir vérifié, mais en transmettant de telle façon que finalement, on ne cherche pas à savoir ce que l'on transmet, on l'a transmis. Donc, on a existé dans la chaîne de production de la doxa. Eh bien voilà, Platon, c'est ça. Il comprend qu'on est dans une caverne, qu'on essaie d'interroger des apparences. En interrogeant les apparences, on se trompe, et il imagine dans la République, hein, dans cette fameuse allégorie de la caverne, un individu plus courageux que les autres, un philosophe, vous vous en doutez bien. Bon, là, moi je suis d'accord. Bon, je ne vais pas m'opposer à ça. Donc il imagine un philosophe qui sort de sa caverne et qui à ce moment-là peut contempler l'extérieur. Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit muret avec des hommes qui ont allumé un feu et qui, à la lumière de ce feu, jouent avec des objets qui font que les ombres se projettent au fond de la caverne. Et ces faiseurs de prestige, ces sophistes, ces rhéteurs, comme il dit, qui usent de la parole pour convaincre et pour satisfaire soit des égos, soit des affaires personnelles, soit etc., etc., eh bien, ce sont eux qui, finalement, deviennent, en quelque sorte, les maîtres de la cité. Donc on est dans l'opinion, et de temps en temps, quand on voit que les choses correspondent, on est dans l'opinion droite, mais sinon on est toujours dans la manipulation. Platon, lui, dit que finalement, il faut regarder un peu plus haut. Et quand on regarde plus haut, qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil. Et le soleil, c'est celui qui éclaire les sophistes, c'est-à-dire qu'il montre ceux qui manipulent, qui éclaire de sa grande vérité les hommes qui sont des fabricants de doxa. Et donc là, vous avez véritablement la métaphore de notre monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que ces grandes sagesses nous aident beaucoup. Nous sommes confinés dans notre caverne, nous sommes là à contempler des objets, nous sommes là à observer toutes ces choses qui finalement nous sont montrées sans exercer d'esprit critique. Et finalement, nous absorbons tout ça comme des éponges et nous ne savons pas remettre en question la totalité des choses. Bien, je trouve qu'à l'heure du confinement, remettre un peu en question les choses, ne pas prendre tout pour argent comptant, et avoir une sorte de détachement à l'égard de tout ce qui peut être dit, peut rendre heureux. Je ne dis pas que... Si je vais vous confier quelque chose. Moi, j'éteins la télévision à un certain moment. Pas parce que je n'aime pas la télévision, j'adore la télévision. Mais j'éteins la télévision parce que ça m'évite d'écouter en boucle un ensemble d'informations qui, au bout d'un moment, perturbent mon cerveau au point que je suis presque fascinée, attirée par ce qui est dit, au point que je n'exerce plus ma réflexion. Alors, je m'informe, et puis dès que je suis informée, je réfléchis dans mon coin et je réfléchis à autre chose. Pourquoi? Je quitte ma doxa, je quitte le monde de la caverne pour m'élever vers ce soleil qui n'est pas dehors, puisque malheureusement nous ne pouvons pas en profiter, mais je parle de mon soleil intérieur. Mon petit daimon, comme dirait Socrate, c'est-à-dire que je m'en réfère à cette lumière intérieure qui me permet d'appréhender la vie autrement.
Et là, eh bien, on va parler de la deuxième allégorie chez Platon qui est pertinente, c'est le mythe de l'âme ailée. Le mythe de l'âme ailée, je fais bien cette distinction parce que la mêlée, si on dit tout en liant, ça donne la mêlée de rugby, donc on n'y est pas, hein, c'est l'âme ailée, c'est-à-dire l'âme qui s'élève. Eh bien, dans le Phèdre, il nous présente cet homme qui vient de mourir, dont l'âme s'élève et qui finalement va pouvoir aller contempler le monde des idées, le monde des valeurs. Et là, eh bien, accompagné des divinités, il voit le beau, le juste, le vrai, la tempérance, le souverain bien. Arrivé au terme de son voyage, il est pendu à peu près pendant 1000 ans, nous dit dans le Timée Platon, avant de redescendre, se décrocher, passer par l'été, le fleuve de l'oubli, avant de se réincarner dans un petit corps. Et à ce moment-là, on recommence une autre vie pour se parfaire petit à petit, pour s'appliquer et pour devenir non seulement des êtres qui doivent savoir, hein, rappelons-nous, sortir de la caverne, c'est aller vers la science, aller vers la vérité, et être suffisamment sage et suffisamment en adéquation avec soi pour maîtriser ses passions, se détourner de l'hubris pour être justement dans quelque chose de maîtrisé, ce qu'on appelle la tempérance, eh bien, ça nous permet de mieux vivre. Et comme nous vivons mieux, eh bien, finalement, nous comprenons qu'il y a une dichotomie, il y a deux mondes. Il y avait donc un monde, un arrière-monde des idées qui était le vrai monde dont nous sommes déchus. Ce monde-là nous permettait d'avoir accès au beau, au vrai, au juste, à la tempérance et au souverain bien. Toutes ces valeurs nourrissaient notre esprit. Non seulement elles nourrissaient notre esprit, mais on était heureux de les contempler. Et quand on se réincarnait en un enfant, eh bien, on oubliait une partie de ce que l'on avait entrevu. C'est pour ça que les philosophes nous interrogeant, avec Platon, eh bien, c'était des philosophes qui nous permettaient d'accoucher de la vérité. En vérité, quand on parle d'accouchement, il ne s'agit pas de ça. Il s'agissait surtout de lever le voile de l'oubli posé sur ce que nous avions vu. Eh bien, l'aletheia, c'est la privation de l'oubli. Voilà. Accéder à la vérité, c'est faire un dévoilement sur toutes ces couches de choses qui se sont posées sur nous au point que nous ne les voyons plus. Eh bien, en enlevant les voiles, on arrive petit à petit à la vérité, à l'éthéia. Donc, c'est utile de s'imaginer que finalement, en nous, nous avons et nous détenons la totalité des valeurs que nous avons entrevues dans l'arrière-monde des idées, du temps où nous étions parmi les divinités et du temps où nous étions avec Platon dans son ciel intelligible, nous qui aujourd'hui nous promenons dans notre monde sensible. De cette dichotomie, de cet arrière-monde, de ce réalisme, c'est-à-dire qu'on est avec le réel et son double, eh bien, peuvent naître des grandes sagesses. Et c'est comme ça que Platon écrira aussi dans la République que les passions doivent être maîtrisées, parce que sinon nous sommes comme le tonneau des Danaïdes, nous sommes toujours percés, et comme nous sommes toujours percés, tout s'échappe à chaque fois, alors que nous voulons être toujours pleins de nous-mêmes, et donc nous sommes amenés à vouloir, désirer en permanence et toujours plus. C'est la définition de la surconsommation. Platon nous rappelle que notre intempérance, finalement, nous mène à être complètement tyrannisés par nos désirs. Dans la République, il parle d'un cheval qui a été piqué par un taon, et donc cette espèce d'insecte qui, quand il pique, il fait quand même un peu mal, et ce cheval n'est jamais tranquille. Mais ça veut dire que tant que nous sommes dans notre nature, animés par des désirs, des envies, des passions, nous sommes dans nos affects. Et c'est la gouvernance de nos affects, alors que finalement, nous pouvons être heureux si nous renouons avec, dans l'intériorité de ce que nous sommes, avec les échantillons de valeurs et de vertus, qui lorsque nous trouvons quelque chose de beau, eh bien cette beauté nous rappelle la beauté que nous avons entrevue dans le ciel des idées. Quand nous avons un sentiment de justice ou d'équité, c'est que ça nous rappelle le juste avec un J majuscule, tel que Platon aimait à l'évoquer. Voilà en quoi c'est utile une grande sagesse, à sortir du monde sensible pour s'élever à de l'intelligible et donc d'une certaine manière relativiser ce sensible, ce que cette doxa, ce que nos désirs sont amenés à produire en nous. On ne peut pas parler de Platon si on n'aborde pas la question d'Aristote. Mais je vais y revenir après. Je fais juste le lien avec ce désir dont je viens de vous parler. Ce désir qui, lorsqu'il prend plus d'ampleur, bien évidemment, nous rend dépendants, nous rend complètement malheureux, parce que finalement, ce désir devient tyrannique. Bien, il y a une grande sagesse qui nous aide à répondre à ça et qui nous préserve de tout cela. C'est l'épicurisme. Rappelez-vous ce que nous disait Épicure.
un verre d'eau et du pain, et je rivalise avec Zeus. En d'autres termes, un verre d'eau, un bon morceau de pain, quand j'ai soif et quand j'ai faim, eh bien ça me calme. Quand j'ai soif, qu'il fait chaud, un bon verre d'eau fraîche, ça me désaltère. Et je suis bien. Ce qui veut dire qu'on peut se satisfaire de peu, on peut vivre de manière ascétique, et c'est parce qu'on va vivre détaché des choses. Alors que regardez, notre monde est un monde d'attachement. Nous sommes attachés à nos objets, tellement attachés à nos objets que nous en sommes totalement dépendants. Eh bien là, le fait de se détacher de tout ça, de se satisfaire de peu, c'est renouer avec soi. C'est pour ça qu'Épicure nous dit, il faut satisfaire les désirs naturels et nécessaires, manger, boire, dormir, se reproduire, attention, que se reproduire, hein, n'en profitez pas. Ça veut dire que quelque part, nous sommes dans une situation où, petit à petit, on satisfait le strict nécessaire pour être heureux, c'est-à-dire qu'on ne souffre de rien, c'est ça la réalité, on ne souffre de rien. Puis il dit que de temps en temps, on peut satisfaire, mais vraiment de temps en temps, des désirs naturels mais non nécessaires. Bien, vous mettez un peu de confiture sur votre pain, vous remplacez votre verre d'eau par je sais pas, une coupe de champagne, un petit verre de vin, un café, un thé, enfin autre chose. Comme c'est un peu du luxe, eh bien ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez en profiter de temps en temps, mais pas tout le temps, sinon vous en devenez dépendant, et le jour où vous êtes amené à manquer de cette petite confiture et de ce petit verre ou ce petit café qui vous faisait tant plaisir, eh bien vous serez malheureux. Vous voyez, il faut savoir apprendre à apprécier les choses modestement, non pas petitement, modestement, mais avec vraiment le goût et le plaisir que cela peut nous apporter, de manière à être heureux. Et aujourd'hui, dans notre société de l'abondance, nous possédons tellement, nous avons tellement que nous oublions peut-être que nos grands bonheurs sont concentrés dans des petites choses. Alors ça, vous voyez, on est passé là de Platon à Épicure. Et d'ailleurs, Épicure, après, il parlait des désirs vains, mais nous y viendrons après. Entre-temps, il faut parler un peu d'Aristote. Alors Aristote, c'est un autre penseur. Lui, d'abord, il s'est un peu disputé avec son maître Platon. Il s'est disputé pourquoi? Parce que Platon avait placé un ciel des idées, et donc il plaçait quelque chose en haut. Là où Aristote avait tout placé derrière lui, dans la métaphysique, c'est-à-dire avant la physique. Et lui, il estimait qu'avant la physique, il y avait un dieu premier moteur qui avait mis du mouvement dans la matière. Donc la philosophie d'Aristote est une philosophie qui nous ramène à de l'anima, donc de l'animation, du mouvement, et il expliquait que justement, si nous sommes des vivants, au même titre que la plante, l'animal, c'est l'homme, eh bien nous avons une chance extraordinaire parce que nous ne sommes pas des vivants comme les autres. Mais en même temps, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les autres vivants. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut faire quand même un petit lien en ce moment. Ce que nous vivons nous ramène à des grands questionnements sur la façon dont nous avons traité jusqu'à présent la nature et comment finalement elle nous le rend bien. Alors reprenons. Que nous dit Aristote? Il y a l'âme dans la plante, vous voyez, dans les végétaux. Et cette âme est une âme végétative. C'est naskor, naître, croître, pousser. Donc la plante pousse. Une fois qu'elle a poussé, elle s'oriente vers le soleil. Elle puise avec ses racines l'eau dont elle a besoin. Voilà, c'est la plante. Elle est rivée à un lieu. Elle n'en bouge pas. Puis vous avez l'animal. L'animal, il a lui aussi naskor, naître, croître, pousser, donc se déployer. Mourir aussi, bien évidemment. Mais entre-temps, il a la mobilité, la motricité. Et à partir de la motricité, il peut déjà explorer le monde et il peut le questionner autrement. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre, en étudiant par exemple Pierre Lemonnier, qui a travaillé sur les singes, qu'un singe un peu gourmand, avec un peu d'astuce, et notamment de l'intelligence, alors attention, c'est intelligere, être capable de relier les choses entre elles. Eh bien, avec un peu d'intelligence, cet animal peut prendre une herbe, la déshabiller pour en récupérer une paille, monter dans un arbre, se pendre par les pieds et aller piquer sa brindille dans une fourmilière pour se régaler de petites fourmis dont il est friand, sans pour autant se faire piquer les pattes parce qu'il n'a pas à se mettre en contact direct avec l'animal. Vous voyez, c'est astucieux, c'est malin, c'est rusé, c'est intelligere. Il a relié l'utilité et la possibilité pour lui de prendre un brin d'herbe et de le rattacher ensuite à l'utilité qui est la sienne. Enfin, il y a l'humain. L'humain, c'est naître, croître, pousser, mourir aussi. C'est se déplacer, donc pouvoir interroger les choses avec, comme un peu l'animal, c'est-à-dire avec quel est l'objet utile pour moi et comment il peut être plus utile, etc., etc. Mais c'est surtout la rationalité. La rationalité, c'est la possibilité d'enchaîner des raisons, de questionner l'univers autrement, d'user de sa réflexion d'une façon, inédite,
et c'est ce qui fait la beauté des hommes, hein, des femmes aussi, hein, mais des hommes, de pouvoir réfléchir, d'amener dans cette intelligence, cette façon d'alimenter la réflexion, eh bien de pouvoir penser et enchaîner des raisons. Descartes me démentirait pas. Donc vous l'avez compris. Pour Aristote, c'est une philosophie de la nature. C'est une philosophie de l'observation de l'univers. Il est plus orienté vers la physis en grec. Il est plus orienté vers ce questionnement de la matière, mais en même temps, il est fasciné par le mouvement, la motricité, et un mouvement qui ensuite permet l'animation de l'âme. Et il trouve que finalement, l'âme et le corps liés dans l'immanence de ce qu'ils sont produisent un humain qui est capable de faire des grandes et belles choses, à savoir déjà se marier, constituer le clan, le village, la cité. Une fois qu'il a constitué la cité, la police, il est capable de s'organiser avec de l'économie, avec le développement de l'industrie et des arts, etc., etc. Pour lui, l'humain se réalise dans une communauté d'humains avec laquelle il a à s'éduquer à la citoyenneté et à la bonne civilitas. Vous voyez, Platon, Aristote, c'est deux domaines complètement différents. C'est même une verticalité chez l'un, alors que chez l'autre, ça se passe à l'horizontalité, j'ai envie de vous dire. Et de ces deux penseurs-là, eh bien, vont naître tout un ensemble de réflexions. Mais bon, je vois que le temps passe, je voudrais pas vous ennuyer, donc je vais écourter. Alors, on continue. On était dans les pré-antiquités avec des penseurs qui interrogeaient le monde, voulaient se familiariser avec lui, l'ont interrogé à la manière dont on questionne la physis, les éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu et la péronne. Puis on a basculé vers une autre façon de poser la pensée philosophique avec d'un côté, vous l'avez bien compris, tout ce qui relève de la, du questionnement du monde à partir de soi, mais aussi par rapport au dialogue qui permettait un échange et de progresser dans sa rencontre avec autrui, même si parfois elle était appréhendée par le conflit ou par l'ironie, comme le pratiquait Socrate. Et à partir de ces pensées-là, eh bien, sont nés deux types de philosophie, une qui amène la dimension de l'intelligible dont le sensible n'est pas encore capable d'être aussi parfait puisqu'il lui manque il lui manque cette capacité d'accueillir la totalité du sensible. Et de l'autre côté, un philosophe qui lui vous dit que la magie est dans la nature, que la compréhension des choses se fait par le développement d'une force qui se déploie au monde, avec bien entendu un besoin de rationaliser la totalité pour mieux la comprendre. De ces deux grands penseurs, on sait que Platon, à un moment donné, va reprocher à la cité grecque de s'étioler petit à petit parce que, les hommes servent leurs intérêts personnels. Ils oublient de s'occuper peut-être davantage de l'être collectif qu'on peut voir au cœur de la cité. Bien que les citoyens, on le sait à l'époque, ils étaient dispensés des affaires courantes, puisqu'ils avaient des métèques qui travaillaient pour eux, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas de problème vis-à-vis de ce côté-là. Mais par contre, on sait quand même qu'ils s'investissaient sur l'agora, ils s'investissaient en prenant part aux affaires de la cité, mais avec les sophistes, on sait parfois aussi que les arguments qui étaient exposés sur l'agora étaient tronqués ou plus ou moins ficelés de telle manière qu'ils servaient plutôt les intérêts personnels de quelques puissants et non pas l'être collectif et la totalité des hommes. Bon, je vais vous dire, c'est un vieux sujet, on connaît. Mais tout ça pour vous dire que c'est à partir de ce moment-là que Platon va dire qu'il y a une forme de décadence qui s'inscrit progressivement, avec une façon dont la citoyenneté est de moins en moins, exprimée, que la démocratie à Athènes s'étiole petit à petit, et c'est là qu'on va voir surgir les grandes sagesses qui vont ensuite, prendre le relais de cette pensée platonicienne. Alors les grandes sagesses, on en a déjà abordé une tout à l'heure, j'ai évoqué sommairement Épicure pour vous rappeler qu'Épicure, donc un verre d'eau et du pain, je rivalise avec Zeus. Avec Épicure, on est dans une situation où, vous l'avez bien compris, on est face à ses besoins et on sait qu'il faut être raisonnable pour ne satisfaire que les besoins naturels et nécessaires. On a dit qu'il y avait de temps en temps quelques exceptions avec les naturels et non nécessaires, notamment lorsqu'on met un peu de confiture sur sa tartine, bref. Enfin, tout ça pour vous expliquer que il faut être dans une vie ascétique, mais on peut de temps en temps déroger à tout ça. Mais il y a une autre forme de désir dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, je gardais ça pour la fin, c'était les désirs vains. Que sont les désirs vains pour Épicure?
Eh bien, il dit que les désirs vains, 1, c'est la peur de la mort, 2, c'est la crainte des dieux. Alors, on va commencer par la crainte des dieux. Selon Épicure, les dieux s'occupent de mettre en œuvre les astres pour qu'ils ne se rentrent pas dedans. En gros, ils évitent le grand carambolage dans l'univers. Donc, comme ils sont occupés à cela, et en plus, ils ont quand même des femmes, des déesses magnifiques, mais qui sont quand même jalouses, qui sont aussi avec des caractères bien affirmés, ils sont très occupés. Donc Épicure estime que les dieux sont tellement occupés qu'ils n'ont pas véritablement le temps de regarder les humains pour voir s'ils agissent bien, mal, s'il faut les punir, pas les punir, etc. Donc il dit, ne vous occupez pas des dieux, ils ont autre chose à faire que de vous observer, vous, petits humains. Donc, on enlève la condition du tragique. On enlève la condition qui consistait à dire que les dieux avaient soit la puissance de protection ou de destruction sur les hommes. On enlève cette espèce de croyance qui nous amène par la superstition à redouter les dieux, pensant qu'ils veulent notre vie ou notre mort et qu'ils ont tout le pouvoir sur nous. Épicure renvoie des dieux à la physique, il les renvoie à du mouvement dans l'univers. Et là, il s'inspire certainement d'Aristote, mais vous voyez, il est pour cette physique de l'univers et il n'est pas du tout sur l'idée d'une métaphysique de l'univers au sens où nous l'entendons par le biais de la théologie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la question qu'il dit dans les désirs vains lorsqu'il aborde la question de la mort. Il dit, et ça nous sert aujourd'hui pour à l'heure de notre confinement, il nous dit, habitue-toi à l'idée que la mort n'est rien pour nous, puisque d'abord, là, tu es encore vivant, en gros, et que tu n'es pas encore mort. Et que quand tu es vivant, comme tu n'es pas mort, ça ne te concerne pas, et que quand tu seras mort, tu ne seras plus vivant, la question ne te concernera plus. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, vous devez penser chez vous, oui, c'est un peu de la palissade. Non, là où c'est intéressant, c'est que ça veut dire que si on vit dans le souci permanent de soi, au point que ce souci permanent suscite ou génère en vous de l'angoisse, de l'anxiété, un pathos, petit à petit, vous sombrez vers la passivité, donc vous êtes en quelque sorte envahi par une passion. Eh bien, Platon vous dirait, vous n'êtes pas raisonnable. Épicure vous dit, mais pourquoi générer en vous toute cette, cet espace anxiogène qui vous affecte et vous rend malheureux, alors que vous êtes vivant, alors que vous avez encore la possibilité d'être heureux, alors que vous avez encore le temps de profiter, de boire votre verre d'eau fraîche. En gros, Épicure vous enseigne qu'il faut attendre avant de penser la mort, que la mort se penche sur vous, et puis surtout se mettre à distance de toutes ces passions qui sont dévastatrices parce que finalement elles affectent la conscience, elles affectent le moral et finalement elles fragilisent l'humain. Une autre pensée qui est intéressante aussi pendant notre confinement, c'est le stoïcisme. Alors les stoïques, ils sont extraordinaires. Eux, ils vivent dans la période où ils trouvent que tout est corrompu, que les gens sont égoïstes, que la situation ne va pas fort. Ça ressemble un peu à notre monde. Bref, ils pensent à tout ça et ils disent oui, mais malgré tout, si on veut pas être affecté par les choses, eh bien il va falloir bâtir notre forteresse intérieure. C'est-à-dire qu'on fabrique notre forteresse dans laquelle on s'enferme, c'est notre confinement. Et pourquoi elle nous dit ça? Bien, tout simplement parce que les stoïques considèrent, on va citer Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements et nos pensées. Ce qui n'en dépend pas, vous l'avez compris, tout le reste. La santé du corps, la richesse, la gloire, la mort, ça ne dépend pas de nous. Donc, nous ne pouvons agir que sur nos pensées, nous dit Épictète. Donc, si c'est moi qui pense des choses qui m'affectent et qui me troublent, eh bien, c'est pas possible, je me rends malheureux seul. Épictète, je vous rappelle quand même que c'est un homme qui était de conditions terribles, il était esclave, et un esclave qui n'était pas tombé chez un bon maître, il était battu. Un maître qui lui tordait la jambe, qui le frappait, qui le battait, et qui un jour casse sa jambe. Alors que Épictète lui dit, mais si tu continues, tu vas la casser. Le maître continue, il lui casse la jambe. Et là, Épictète, au lieu d'hurler de douleur, le regarde et lui dit, je t'avais bien dit. Vous voyez cette façon dont on se détache du monde pour ne maîtriser que ses pensées. Et Épictète a bien compris qu'il ne pourra pas contrôler la main de son maître. Et comme il ne veut pas contrôler la main de son maître, lui-même, il apprend à se mettre à distance des choses pour qu'elles ne l'affectent plus. Il bâtit sa forteresse intérieure, c'est-à-dire qu'il grandit à lui-même. Alors bien sûr, c'est
quand même un peu égocentré. Bien sûr, ça pourrait paraître égoïste, mais comme dirait Nietzsche, l'égoïsme parfois est salvateur. Donc, voilà, vous l'avez compris, ces choses qui dépendent de nous, il faut voilà, les penser pour nous. Il y a un exemple d'épithète, moi, qui me fait souvent sourire, je vais vous le donner. Il parle d'un corbeau. Et il dit, si tu vois passer un oiseau de mauvais augure, donc si tu vois passer un corbeau, mais aujourd'hui nous on dirait un chat noir, eh bien c'est toi qui dis que le corbeau est un oiseau de mauvais augure. Parce qu'en réalité, il n'en est rien. Ce qui veut dire, qu'en parlant ainsi, Épicure veut nous avertir, Épictète veut nous avertir en nous disant, vous voyez, quand vous pensez que le chat noir va vous porter malheur, quand vous pensez que le corbeau va vous porter malheur, le corbeau n'est qu'un oiseau, le chat n'est qu'un chat. C'est-à-dire que c'est vous qui portez sur les objets du monde quelque chose qui renvoie à une superstition. Et c'est parce que vous portez un jugement qui est erroné que vous vous rendez malheureux par rapport à ce jugement erroné. Donc ça, c'est des choses peut-être à méditer. Cette mise à distance, tout à l'heure je vous parlais du moment où moi j'éteins ma télévision, je me mets à écouter de la musique, ou alors je passe sur un réseau, je ne vais pas citer les noms, pas faire de marque, mais où je peux regarder un film. Eh bien voilà, je passe sur autre chose, je passe à autre chose. Et puis, vous savez, les philosophes, nous on a l'habitude de vivre un peu confinés. Bien souvent, on est fermé dans nos amphithéâtres, on est enfermé dans nos bureaux, on est là pour penser. Ce qui ne nous empêche pas d'être quand même un pied dans le monde et un pied chez nous. Il faut bien qu'il y ait cet entre-deux-mondes à partir duquel nous oscillons en permanence pour réfléchir et méditer. Alors, ça fait presque 1 heure que je parle, j'espère que vous me supportez encore. J'aimerais vous parler d'un autre penseur. Parce que là, on était vraiment sur le stoïcisme. Alors, on a Épictète, on a bien compris, avec son manuel qui tenait dans la main, des préceptes. Il y a des idées qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas. Et il y a quelque chose d'assez marrant, il disait comme ça à propos de la mort. Il disait, quand une marmite se casse, tu ne te plains pas. Donc, si ta femme ou tes enfants venaient à mourir, ne pleure pas, puisque de toute façon, ils sont comme les marmites, ils pouvaient se casser. Écoutez, la première fois que j'ai lu ça, j'étais presque perplexe, médusée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, comparer un homme, une femme, les enfants, la vie à une marmite. Mais quand on fait des preuves de la fragilité, quand on pense à la fragilité de la vie, on sait que ça peut très vite mal tourner. Eh bien, on se dit, effectivement, nous sommes destructibles, nous sommes limités dans le temps, nous sommes fragiles. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est pas un travail de stress qu'il faut générer, mais un travail de réflexion et se dire, mais puisque dans la condition même qui est celle qui fait on nous a donné une vie, il y a la deuxième condition qui s'y associe, qui fait qu'on doit la perdre à un moment, eh bien, ça nous permet aussi, peut-être, de trouver une sorte de sagesse, ou en tout cas, une sorte comment dire, de détachement à l'égard d'une situation qui pourrait nous inquiéter. Vous avez un autre penseur qui était un stoïque aussi, c'était Marc Aurèle. Marc Aurèle, pas mal non plus dans son genre, parce que lui, il vous disait, oui, bien sûr. Mais n'oublions pas qu'il faut faire mieux que nos anciens. Nous sommes dans une généalogie du monde. Nous sommes dans une atma, une âme du monde. Et ça veut dire que l'atma, attention, l'atma, c'est le grand souffle. Ce qui veut dire que si on essouffle la planète, on essouffle un peu trop ce grand cosmos, il n'est pas étonnant qu'on retrouve des petits individus qui, à l'échelle qui est la leur, se retrouvent en difficulté respiratoire. Ça veut dire que quelque part, à force d'épuiser le grand poumon, peut-être qu'on vit un peu trop au-dessus de nos moyens. Peut-être que nous usons un peu trop de nos ressources. Peut-être avons-nous trop misé sur l'argent, la technique ou des choses qui sont secondes, alors que l'intérêt, c'est peut-être de nous rapprocher davantage de la nature, sans en être trop proche non plus, puisqu'on sait que des animaux peuvent nous contaminer. Enfin bref, il faut quand même faire attention. Il y a toujours, vous savez, ce rapport particulier. Alors quand j'ai les animaux peuvent nous contaminer, attention, je ne vous parle pas de votre chien ou de votre chat. Je fais allusion ici à des endroits où on vit dans la précarité, dans d'autres pays du monde, où on vit au milieu d'animaux qui sont porteurs de certains germes ou de certaines maladies. On peut penser à la grippe aviaire, à la peste bubonique. Bref, vous voyez bien ce que je veux vous dire. Eh bien, et c'est ce contact, cette promiscuité avec l'animal, parce que finalement, on ne laisse pas à l'animal la place d'aller vivre, non pas près de nous, et pour qu'on se mette en péril mutuellement, mais suffisamment loin pour qu'ils puissent vivre heureux et nous aussi. Ce détachement qu'il doit y avoir entre les choses, eh bien, forcément, s'il n'est pas respecté, eh bien, on se rend compte que la nature souffre et parfois, eh bien, elle le montre, elle le manifeste. Donc, Marc Aurèle nous parle de cela. Il nous dit, il y a l'atma, il y a cette grande planète, ce grand monde, et il y a cette pneuma,
ce souffle qui est le mien. Et quand nous mourrons, pour les stoïques, eh bien notre âme, en fin de compte, rejoint le grand tout. Et donc, mon atma, mon souffle rejoint ce grand souffle. Et il dit qu'il y a une généalogie de cette totalité et que l'homme doit faire advenir son Dieu intérieur. Voilà, on doit faire advenir notre puissance intérieure pour pouvoir, à un moment ou à un autre, non seulement maîtriser nos passions, nos affects, grandir à l'intérieur de notre forteresse intérieure, pour apprendre à nous détacher du superflu, apprendre à nous détacher des choses mais vraiment insignifiantes. Hein, certains disent, oh là là, faut que je sois confiné avec mon mari ou ma femme. Qu'est-ce que c'est pas grave ça. Puis après tout, vous êtes mariés, vous êtes choisis. Donc il y a plus grave dans la vie que de supporter son conjoint, il me semble. Surtout à l'heure où nous voyons des vies qui s'éteignent petit à petit. Je pense que vivre avec son conjoint, c'est encore de l'ordre du réalisable. Donc tout ça pour vous dire que Marc Aurèle dirait que il faut faire advenir ce Dieu intérieur, parce que ce Dieu intérieur qu'on fait advenir, qu'on fait vivre en nous, et qui est là justement, qui a cette puissance, nous permet aussi de nous rendre compte que dans le monde, les imperfections sont belles. Marc Aurèle avait un grand plaisir à dire qu'il aimait le pain. Et il disait, moi j'aime le pain quand il est un peu brûlé, parce que la croûte est craquelée. Il dit, j'aime bien mettre mes doigts dans la fente pour enlever le morceau un peu trop cramé et pour pouvoir le grignoter parce que c'est le meilleur. En même temps, on comprend que quand on rompt la mie en deux, on voit au milieu toute cette mie généreuse. Et c'est ça la nuance, le bonheur, c'est de pouvoir avoir des imperfections dans ce pain, et c'est ces imperfections dans cette totalité qui n'est pas lisse, qui fait que justement nous trouvons un bonheur à le manger. Eh bien, Marc Aurèle, en grand stoïque, nous enseigne ça. Il faut aimer jusqu'à l'imperfection des choses. Deuxièmement, il faut savoir se retrouver, se recentrer sur soi. Et enfin, faire mieux que les anciens. Il faut avoir toujours à l'esprit qu'il faut faire mieux que son père, nous disait-il. Pour les femmes, ce serait votre mère, hein, vous choisissez qui vous voulez. En gros, ça veut dire que si dans la famille, vous avez des gens qui ont travaillé, qui se sont battus pour faire des choses qui vous sont revenues par un héritage ou autre, eh bien, il faut faire fructifier tout ça. Et il y a des héritages immatériels, la bonté, la générosité, la façon dont votre grand-père ou votre grand-mère, quand vous étiez enfant, vous a appris à lire. C'est un peu les madeleines qu'on aime à évoquer lorsqu'on parle de Proust. Eh bien, peut-être qu'effectivement, quelque part, nous avons oublié que ce qu'on nous a transmis nous a permis d'être debout aujourd'hui. On a oublié qu'il y avait énormément de relations avec nos anciens et que c'est parce qu'ils nous ont donné ou enseigné ou transmis des valeurs qu'aujourd'hui, effectivement, ces valeurs, eh bien, lorsqu'elles continuent à se perpétuer, eh bien, nous vivons avec quand même une certaine forme de bonheur, alors que plus nous nous éloignons des valeurs, plus nous nous éloignons de ce que nous étions, c'est-à-dire de la généalogie qui est portée par nos ancêtres, eh bien plus finalement nous devenons, des humains en errance. Voilà ce que nous veut nous enseigner Marc Aurèle. Alors si ces sagesses ne vous aident pas, si ce que je vous ai dit jusqu'à présent ne vous aide pas, écoutez, vous pouvez encore rester sceptique. Alors je vous renvoie à Pyrrhon. Pyrrhon, le pyrrhonisme, disait voilà, moi tout m'indiffère. Et comme ça m'indiffère, finalement j'en souffre pas. Quand je ne sais pas quelque chose, plutôt que d'aller chercher derrière le derrière du machin une explication là où il n'y en a pas, je dis il n'y a pas d'explication, c'est pas grave. En gros, je suspends mon jugement, l'époquer en grec. Suspendre son jugement, ça veut dire est-ce qu'il fera beau demain? Si j'avais pas Météo France pour me le dire, bon, je vois que le ciel est à peu près bleu, je peux dire oui, mais j'en sais rien en fait. Donc si j'en sais rien, eh bien comme disait Sénèque, s'il fait beau demain, je prendrai la mer, s'il fait pas beau, je resterai chez moi. Voilà ce que ça veut dire. Cette sagesse simple qui consiste à dire, il faut suspendre son jugement. Parce que si on suspend son jugement, on admet que la question est en suspens et on verra plus tard. On y répondra plus tard. Je tiens à préciser que Pyrrhon avait une limite à son indifférence, c'était sa sœur. Parce que sa sœur le mettait tellement hors de lui que finalement c'était les seuls moments où il perdait son sang-froid. Alors, est-ce que la limite au pyrrhonisme, c'est la femme? Je n'en sais rien, mais là, je vous laisse ça, c'est une petite note d'humour, bien évidemment. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que suspendre son jugement quand on ne sait pas, c'est bien aussi. Et nous sommes dans une société, je vais refaire le lien, la boucle avec notre monde de la caverne, nous sommes dans une société où tout le monde a une opinion sur tout. Alors parfois, dire je ne sais pas, parfois dire on attend, parfois dire patience, parfois se dire je vais m'ennuyer parce que cet ennui sera salvateur et me permettra d'être plus créatif demain, c'est bien aussi. Et puis, vous voyez, à l'heure de ce confinement, qui est un confinement
imposée. Je sais pas vous, mais moi au début j'ai eu l'impression qu'on m'avait tellement privé de ma liberté que intérieurement ça bouillonnait. Et puis petit à petit je me rends compte que je suis bien chez moi. Je suis bien parce que bah, dehors c'est pas forcément comment dire, sage de s'y promener, vous l'avez bien compris, il faut respecter les consignes, mais surtout parce que je me rends compte que je redécouvre mon intériorité. Je redécouvre dans ma maison des livres que j'avais posés de côté, que j'avais pas eu le temps de terminer. Je me rends compte que finalement, en ouvrant le placard de ma salle de bain, j'ai encore un pot de crème qui me permet de me faire la peau douce. Bref, je m'occupe de moi. Et je pense que parfois aussi, lorsqu'on doit retourner en soi, comme dirait Descartes, dont nous parlerons la prochaine fois, pour méditer, eh bien cette méditation peut aussi être salvatrice. Alors, je crois que pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai apporté quelques idées sympathiques pour vous aider à mieux vivre votre confinement. En tout cas, moi, je ne vous avais pas en face de moi, vous m'avez manqué, parce que c'est vrai que le contact direct avec son auditoire, c'est quand même mieux. D'abord parce qu'on ne parle pas en se regardant soi-même, ça fait un peu narcissique mon histoire, là, mais enfin là, je me vois, donc je me parle à moi-même, et ça, j'en ai pas vraiment l'habitude. J'ai plutôt l'habitude d'avoir en face de moi des yeux, des visages, des sourires. Et donc, j'espère que vous aurez passé un bon moment à évoquer avec moi ces grandes sagesses. Et puis, je vous dis de peut-être les repenser après coup. Si vous avez quelques ouvrages sur vos étagères de philosophie antique, eh bien, n'hésitez pas à les relire ou à piocher quelques idées qui vous aideront à mieux vivre votre confinement. Et puis, prenez soin de vous, bien évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine en espérant vous retrouver nombreux. Et puis, eh ben, j'attends maintenant peut-être vos petits commentaires. Vous me laisserez peut-être un ou deux, ça m'occupera et en même temps, ça me fera plaisir de vous lire. Même s'il y a des critiques, je les accepte très volontiers. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.